Il est 14 h, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc bienvenue à tous à cette 32e webconférence de la PCC qui a pour thème le management de la mobilité, donc la réussite du plan de mobilité. Alors, donc je suis Suzy Cantraine, chargée de mission communication à la PCC, et j'ai avec nous aujourd'hui donc Céline Billard, qui est chef de projet chez ITER et qui va vous faire cette présentation, et également Alice Dux, qui est chargée de projet RSE chez Valrhona, qui va témoigner de son expérience sur le sujet. Alors, on va voir maintenant l'agenda. Si mon ordinateur veut bien passer les slides, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire une petite introduction sur la PCC, rapide. Ensuite, nous verrons avec Céline le management de la mobilité versus changer les comportements de mobilité. Elle vous fera sa présentation. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience de Valrhona avec Alice. Et enfin, une petite session de questions-réponses de 20 minutes. Alors donc pour commencer, qu'est-ce que la PCC? Donc la PCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. En fait, c'est une association qui regroupe des cabinets d'études, des bureaux d'études et des cabinets de conseil qui conseillent et accompagnent au quotidien des organisations, ça peut être des collectivités, des entreprises, sur toutes les thématiques liées à la transition énergétique, au changement climatique et à la mobilité durable. Et donc c'est dans ce cadre qu'on fait cette présentation aujourd'hui, puisqu'une de nos missions, c'est d'informer, de diffuser, de donner des clés et de vous permettre en fait de repartir avec toutes les bonnes pratiques qu'il vous faut pour avancer sur ces problématiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous fait cette présentation aujourd'hui. Alors tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Donc vous l'avez déjà pu le tester peut-être un petit peu le module de chat. Donc posez toutes vos questions dans le module de chat et on y répondra à la fin de la présentation. Donc ce sera Céline et Alice qui répondront à vos questions. Si toutefois nous n'avons pas le temps de voir toutes les questions, ne vous inquiétez pas, on les traitera a posteriori. Donc toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse recevront une réponse a posteriori. Également, sachez que les slides et le replay seront disponibles sous peu, c'est-à-dire sous quelques heures quelques heures ou quelques jours, en passant par le site de la PCC. Hop, je vais maintenant passer la main à Céline pour sa présentation. Merci. Bonjour à tous et toutes. Alors, pour commencer, une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas de notre structure. ITER est un bureau d'études qui fait du conseil en mobilité durable, constitué en coopérative, et nous intervenons depuis 40 ans auprès des acteurs publics, des acteurs privés, donc sur tous les sujets de la mobilité. Notre structure, c'est à peu près une vingtaine de consultants. Nous sommes basés sur Toulouse et nous avons une antenne parisienne. Néanmoins, malgré ces deux localisations, nous intervenons France entière, France continentale, dans les dom-toms, un petit peu en Europe, un petit peu au Maghreb. Donc sur nos domaines d'activité, nous intervenons donc sur des champs vraiment larges en matière de mobilité. On a, on va dire, 4 grands champs d'intervention. Le premier, c'est tout ce qui est planification de la mobilité. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui est plan globaux de déplacement, plan de déplacement urbain, volet mobilité de SCOT, donc vraiment sur une logique d'interaction avec les stratégies d'urbanisme et de développement des territoires, plan de mobilité rurale et également tout ce qui est plan de déplacement en entreprise, administration, interétablissement. On a un autre champ d'activité qui est le développement, la rationalisation et la contractualisation des réseaux de transport. Donc là, on intervient, on va dire, essentiellement auprès des collectivités sur je dirais, la réorganisation, la restructuration de leur réseau de transport public, l'assistance pour la recontractualisation, pour donc la définition de ce réseau de transport public. On intervient également parfois pour le privé sur la définition, par exemple, de navettes de transport, de circuits pour les salariés. Troisième champ d'activité, c'est tout ce qui est partage de l'espace public de la voirie. Donc là, on va trouver tout ce qui est politique de stationnement, plan de circulation, à toutes échelles. Et enfin, on a un dernier volet qui est développer les compétences et l'efficacité donc de votre équipe. Donc là, dedans, on va trouver notamment la formation. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on réalise une formation plan de mobilité en entreprise, donc auprès de référents en entreprise, donc qui a vocation, je dirais, à rendre autonomes les établissements
leur démarche de plan de déplacement, en entreprise, administration ou interétablissement, hein, bien sûr. Je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du management de la mobilité versus ou face au changement de comportement de mobilité. C'est vraiment un ingrédient essentiel, vous allez voir, sur une stratégie de plan de déplacement entreprise. Déjà, pour commencer, pour rappeler, qu'est-ce que le management de projet? Le management de la mobilité, vraiment, est le pendant du management de projet. Management de projet, pour certains d'entre vous qui le connaissent, c'est des outils, des techniques, des méthodes qui, je dirais, au sein d'une équipe, permet de mener à bien un projet. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui contribuent, je dirais, à l'équipe, qui contribuent pour l'équipe à mener ce projet de façon fédérée et à mener ce projet, je dirais, au bout. Le management de la mobilité, c'est l'outil qui va nous aider à impulser un changement de comportement de mobilité. Ce sont vraiment les différentes stratégies qui vont nous amener, je dirais, amener les gens, en tout cas, que l'on va mobiliser, à changer de comportement, à évoluer sur leur vision de la mobilité de demain, leur propre vision de mobilité. Donc pour ça, on renvoie à différentes stratégies qui visent bien sûr à réduire la mobilité, à la faire évoluer dans l'espace, sur les modes de déplacement, et puis il y a la question de l'influence des personnes sur leurs pratiques au quotidien. Donc finalement, quelles stratégies et quels outils du management de la mobilité? Alors, avant de rentrer vraiment complètement dans le vif du sujet et de voir un petit peu les différents Legos du management de la mobilité, pour, je dirais, donc apporter la dynamique au plan de déplacement, au plan de mobilité, il faut bien avoir en tête ce que c'est que le processus de changement. Là, je vous présente en fait ce qu'on appelle la courbe de Rogers, qui est une courbe qui a été élaborée en marketing. Cette courbe de Rogers, vous voyez, elle est en forme de cloche. Et en fait, elle montre que lorsqu'on apporte une innovation, on propose un nouveau produit, on propose un changement, on a différents profils de personnes et différentes réactions en face. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. On va avoir ce qu'on appelle les innovants, des personnes finalement qui vont complètement s'approprier cette nouveauté, ce changement. Ils vont se l'accaparer de suite, sans vraiment se poser de questions. Pour eux, je dirais, c'est presque génétique, d'adopter de suite un changement. Ensuite, on a une deuxième catégorie de profils, ce sont les adoptants précoces. Cette population-là, ce sont des gens qui vont aussi avoir une propension assez aisée, je dirais, à s'approprier le changement. Néanmoins, il faut quand même, je dirais, à leur côté, impulser les choses, leur proposer quelque chose d'attractif. Néanmoins, voilà, on ne va pas avoir trop de mal à les capter. Ce quelque chose d'attractif qu'on va leur proposer, ce changement, cette nouveauté, elle devrait être efficace dès le début parce que ces adoptants précoces vont avoir, je dirais, la bonne parole auprès de la majorité précoce. La majorité précoce, c'est la troisième catégorie de profil. Cette catégorie-là, elle est beaucoup plus compliquée à convaincre. En tout cas, elle va regarder la réaction des adoptants précoces. C'est-à-dire qu'elle va écouter, elle va attendre le premier retour d'expérience des adoptants précoces. C'est pour ça qu'il convient vraiment de convaincre ces adoptants précoces que la solution qu'on leur propose est la bonne, qu'elle doit être pérenne pour eux, pour qu'ensuite la majorité précoce soit convaincue de tester à leur tour. Ensuite, il y a la majorité tardive. Alors, majorité tardive, c'est à la différence de la majorité précoce, ils ont besoin d'avoir un retour d'expérience massif. Ils ont besoin de voir une majorité de population, quasiment 50%, qui a adopté ce changement-là pour pouvoir s'y mettre. Et enfin, on a un dernier profil qui est un petit peu plus complexe, ce sont les retardataires. Ces retardataires, parfois, c'est des gens qu'on n'arrivera jamais à amener au changement, sauf, je dirais, par la force, mais ce n'est pas souhaitable. Ce sont des gens qu'on va avoir du mal à mettre dans cette dynamique de changement. Donc voilà ce que c'est que le management de la mobilité, c'est amener les gens à changer par un processus où on va avoir un petit profil de population au début qu'on va convaincre et petit à petit, on va amener, je dirais, l'ensemble des populations à adopter ce changement et tout au moins à le tester. Alors, comment on s'y prend pour changer? Bien sûr, la première chose, c'est qu'il faut faire
l'adhésion de tous, il faut convaincre, et ça c'est dès le début du projet. Quand on est sur un plan de mobilité, dès la phase d'étude, il faut pouvoir commencer à convaincre que ce que l'on est en train d'étudier, ça a du sens pour tous. Il faut commencer à convaincre, il faut commencer à faire adhérer les populations, et ça jusqu'à la phase des préconisations et aux solutions qu'on va leur proposer. Je vous propose 4 grands Legos en fait, à aborder pour montrer comment on doit convaincre et faire adhérer. D'abord, les registres du plan de mobilité. Ensuite, les aspects contextuels de l'établissement qui peuvent vraiment contribuer à cette adhésion et puis à ce processus de changement. Les outils qu'on met en place. Et puis, une dernière petite slide sur l'aspect expérimentation. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps sur l'aspect identifier les registres qui vous amènent à élaborer votre plan de mobilité. Pourquoi? Parce que vous allez communiquer sur ces raisons qui vous amènent à réaliser ce plan de mobilité. Et c'est comme ça que vous allez convaincre et que vous allez remporter l'adhésion, je dirais, du plus grand nombre, ou tout au moins au début déjà d'une part de la population. Les registres, ils sont nombreux. Vous me direz ensuite si certains vous font écho. Vous voyez tout en haut, il y a tous les aspects de sécurité au travail, sécurité routière, tout ce qui est accident de trajet, pour éviter, je dirais, cette accidentologie qui pèse, qui coûte humainement, financièrement, en termes d'ambiance, en termes de climat social. Voilà. C'est un registre qui peut tout à fait être mobilisé, et je pense qu'Alice évoquera ce registre-là, puisque Valrhona a en tout cas mobilisé ce registre-là, notamment pour réaliser son plan de mobilité. Ensuite, il y a tout ce qui est registre réglementaire, qui a son importance. C'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, pour ceux qui sont concernés. Donc, article 51, hein, qui énonce une obligation pour les établissements employeurs sur un même site, employeur et accueillant une population active de plus de 100 travailleurs. Et puis, tout ce qui est plan de protection d'atmosphère. Je ne vais pas détailler aujourd'hui tous les aspects réglementaires. Néanmoins, c'est un registre qui bien souvent, en effet, mobilise les établissements à réaliser un plan de mobilité. Il y a une obligation. Moi, je ne peux que conseiller de mobiliser un autre registre en plus de ce registre obligatoire. Parce que bien souvent, pour les populations à qui on dit de faire un effort, à qui on dit de changer, ce n'est pas un registre suffisamment motivant. Ensuite, bien sûr, il y a les registres de santé, les registres de meilleure qualité de vie au travail, la QVT. Aujourd'hui, on parle de sédentarité, on parle de problèmes de santé des populations, de risques cardiovasculaires. Changer de mode de déplacement, ça peut apporter des solutions à ces problématiques de santé et puis tout simplement à ce sentiment que voilà, plutôt que d'être sédentaire dans sa voiture pour aller au travail, on est dans un mode actif, on a fait du sport, et on se sent mieux. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises, avec cette notion de participation citoyenne, de participation publique-privée. Quand on est un employeur sur un territoire, bien sûr, on contribue au flux, on contribue à l'activité, on contribue de différentes manières, on contribue à l'aménagement du territoire. Les pouvoirs publics sont à même de pouvoir proposer des solutions de mobilité. Néanmoins, le privé également a sa part, je dirais, de travail avec le public pour faire remonter un petit peu l'information et puis donner un éclairage sur les besoins de mobilité justement des actifs. Il y a la question de l'exemplarité, il y a la question de la certification aussi. Certains d'entre vous sont sur des objectifs ou en tout cas déjà des certifications de 14 001, 36 000. Voilà, je dirais que ces certifications parfois rendent obligatoire la réalisation d'un plan de mobilité, mais parfois aussi l'incitent. Et ça peut complètement rentrer dans le cadre de la mobilisation des collaborateurs sur le sujet de leur mobilité au quotidien. Autre sujet essentiel, bien sûr, c'est la cohésion sociale. Quand on améliore les conditions de déplacement des collaborateurs, qu'on favorise par exemple du covoiturage, des déplacements, je dirais, en commun, on améliore la cohésion sociale. On améliore aussi le climat social, tout simplement, avec les instances représentatives du personnel. C'est un outil de management, c'est un outil qui peut permettre des facilités de recrutement, bien sûr. Lorsqu'on est sur des territoires ruraux ou peu denses, où il y a aujourd'hui peu d'infrastructures ou peu de services qui permettent de desservir le territoire, ça peut être vraiment bien d'avoir des solutions de mobilité pour faciliter ce recrutement. Je continue. Bien sûr, il y a la question de l'environnement.
la protection de l'environnement et puis je dirais de la réduction des nuisances, tout ce qui est externalité négative de la mobilité au quotidien. Enfin, il y a un élément qui est quand même essentiel pour tous, c'est la question des coûts, que ce soit pour les collaborateurs, pour la collectivité et pour l'entreprise, bien sûr. Le plan de mobilité peut permettre de réduire les coûts de flotte, il peut permettre de réduire des coûts qui sont moins quantifiables comme les retards, l'absentéisme, l'immobilisation de foncier, le budget transport, tout simplement, quand on a des indemnités kilométriques importantes, des cartes carburant, des frais de télépéage, enfin, il y a un ensemble de coûts inhérents au plan de mobilité et faire valoir le fait qu'on réduit un certain nombre de coûts pour éventuellement le réinjecter dans d'autres services pour les collaborateurs, c'est quelque chose qui peut être complètement, je dirais, mobilisable pour les collaborateurs. Alors, il y a des contextes où impulser le changement de comportement de mobilité peuvent être vraiment favorables. Vous déménagez, c'est le moment d'engager un plan de mobilité parce qu'on est déjà dans un processus de changement. Les gens vont se repositionner sur leurs questions de mobilité au quotidien. Donc, de faire un plan de mobilité lorsqu'on est dans un déménagement, c'est complètement propice et puis on inclut deux changements l'un dans l'autre. C'est pareil pour le reste d'ailleurs, hein. Lorsqu'on a des travaux sur l'établissement lui-même ou autour de l'établissement, par exemple des évolutions d'offres de mobilité, si on a des évolutions d'effectifs en croissance ou en diminution, si on a une amélioration d'offres de transport public ou une demande en tout cas d'amélioration d'offres de transport public, notamment par les IRP. Lorsqu'on est sur, comme je le disais tout à l'heure, un objectif de certification ISO, lorsqu'on fait évoluer aussi les outils de travail en interne, la planification, même les services, les directions, lorsqu'on remanie un petit peu l'organisation interne, on est déjà dans un processus de changement. Le changement de mobilité, de comportement de mobilité ou de réduction de la mobilité s'inscrit vraiment là-dedans. Les outils pour impulser ce changement de comportement, les outils au service du management de la mobilité, ils sont nombreux. Il y en a un qui est essentiel, c'est le pilotage. Il convient bien sûr que le registre que vous aurez choisi, le cadre de la démarche de plan de mobilité, il soit bien clair pour tous, il soit bien clair pour les collaborateurs, et il soit porté par la direction, porté par les managers, porté par un référent en mobilité en interne, pourquoi pas porté par un groupe de travail, ce serait, je dirais, pas préjudiciable, au contraire, très judicieux, porté peut-être par des ambassadeurs, en tout cas par des personnes convaincues, un service RSO, le service moyens généraux, le service RH, en tout cas qui a un pilotage de la démarche. Le management de la mobilité doit être piloté, il doit être encadré, comme tout management de projet d'ailleurs. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est animation, co-construction. Il convient de co-construire avec les collaborateurs, de les convier et de les associer à ce processus de changement. S'ils ne sont pas associés, on prend tout de même le risque, à un moment donné, que ce que l'on construit comme solution de mobilité ne soit pas bien adapté, je dirais, aux capacités de changement des populations. Donc, il convient de les associer pour trouver à la fois les bons changements à apporter et puis les leviers qui permettent, je dirais, de retirer un petit peu les freins à ce changement. Alors pour ça, on a aussi d'autres outils, c'est la communication, l'information, c'est bien sûr de rendre intelligible la démarche pour tous, d'expliquer son processus dans le temps, et puis il y a la sensibilisation, tout ce qui est message, notamment comme je l'évoquais tout à l'heure, sur le registre de la santé, sur le registre des coûts environnementaux, des coûts, je dirais, inhérents à la mobilité pour tous. Je termine ma présentation par un élément qui est vraiment favorable à l'accompagnement du changement, c'est l'expérimentation. Lorsque vous allez mettre en place des solutions de mobilité, qu'elles soient dans le cadre d'un plan de mobilité, donc du coup un document de cadre, ou qu'elles soient tout simplement une solution de mobilité que vous souhaitez mettre en place, il convient de la tester, de l'expérimenter. Ça permet d'être dans un processus d'amélioration continue qui, je dirais, va permettre en effet de lever tous les freins au changement et à l'adoption de ce changement. Donc,
On va choisir un échantillon de population ou un périmètre, peut-être un service, un établissement plutôt qu'un autre, sur une durée limitée, et on va tester avec eux, sur la base du volontariat si possible, cette solution de mobilité ou cette solution de non-mobilité, si on est sur la réduction de la mobilité. On va faire en sorte que ces testeurs adhèrent. S'ils n'adhèrent pas, on va bien sûr leur demander leur avis, leur appréciation, leur niveau de satisfaction par rapport à ce qu'ils viennent de tester, et on va apporter des correctifs. On va améliorer la solution. On va éventuellement la tester une deuxième fois, peut-être avec ce même échantillon, peut-être avec un autre échantillon, ou l'échantillon un petit peu élargi. On va voir si cette expérience prend, si le changement s'opère. Et là, on pourra étendre un petit peu l'expérimentation ou vraiment la déployer à l'ensemble de la population. En termes d'expérimentation, je pense qu'Alice va pouvoir vous présenter un petit peu ce que Valrhona a réalisé au sein de leur plan de mobilité et qui, en effet, en termes de retour d'expérience, complètement riche d'enseignements. Merci. Je suis Alice, je m'occupe de RSE chez Valrhona et aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce que nous avons fait dans le cadre de notre plan de déplacement en entreprise, ce que l'accompagnement d'ITER nous a permis de réaliser. Donc concrètement, Valrhona, on est une chocolaterie basée à Tain-l'Hermitage, donc dans la Drôme, avec environ 850 collaborateurs. On a décidé de lancer notre plan de déplacement d'entreprise à la fin 2017 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on estimait que c'était un élément important de notre politique RSE pour des raisons environnementales. Le déplacement des collaborateurs n'est pas la cause première, le poste premier de notre bilan carbone, mais c'était quand même un aspect qu'on voulait traiter. Mais surtout, ce qui a énormément motivé la démarche, et je dirais que c'est le contexte propice au changement dont a parlé Céline tout à l'heure, c'est qu'en fait, il était question que les stationnements dans notre commune deviennent payants. Alors, juste quelques éléments de contexte. On a 2 sites à Tain-l'Hermitage, un site en centre-ville, pour lequel, du coup, les collaborateurs qui y travaillent doivent se garer sur des parkings de la commune, et un site en périphérie de Tain-l'Hermitage où là, on a nos propres parkings. Et en fait, cette situation de mise en place d'un stationnement payant dans la commune allait lourdement impacter l'équité entre nos collaborateurs, puisque certains devraient payer leur stationnement pour aller travailler, alors que d'autres non. Donc voilà, c'est ça qui a beaucoup motivé la démarche. Alors je vous spoil la fin, finalement ça n'a pas eu lieu encore pour l'instant, cette mise en place de stationnement payant, mais ça ne nous a pas empêché de mener la démarche à son terme. Globalement, pour revenir un peu sur les éléments de pilotage, c'était une démarche qui était pilotée en mode pluridisciplinaire. Donc autour de la table, on avait donc la RSE, l'environnement, la communication interne, hyper important pour diffuser les informations à tous les collaborateurs. Aussi les RH. On avait aussi tout ce qui est services techniques, maintenance, tout ça, et les représentants du personnel. Voilà, c'était très important de faire ça avec les représentants du personnel autour de la table. Et on était sponsorisé donc par un membre de la direction qui était le directeur industriel. Voilà. Alors, donc avec ITER, on a notamment mené une grande enquête auprès de nos collaborateurs pour les interroger sur leurs habitudes de déplacement. Et donc, c'était vraiment la grande plus-value de cette enquête, c'est qu'elle nous a permis d'identifier 3 axes de développement majeurs pour notre plan de déplacement en entreprise. En fait, ça a identifié ce qu'on a appelé pendant tout le long du projet le report modal, c'est-à-dire comment les collaborateurs pourraient se déplacer autrement. Donc ça a identifié 3 axes notamment, et c'est les 3 axes que je vais développer par la suite. Donc le covoiturage, avec un potentiel de près de quasiment 300 collaborateurs qui pourraient avoir recours au covoiturage. Le vélo, potentiellement 155 collaborateurs, et le télétravail. Donc pour commencer sur le covoiturage, on a fait le choix d'avoir une démarche qui soit beaucoup dans l'animation.
puisqu'en fait, on a lancé une application en interne avec une entreprise qui s'appelle Klaxit, donc qui était une application qui existait déjà avant qu'on commence, une plateforme de mise en relation des collaborateurs pour qu'ils puissent covoiturer. Donc, c'est plutôt très simple et très ergonomique d'utilisation. Les collaborateurs rentrent leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée et les horaires à laquelle ils ont l'habitude de faire les trajets. Et ça les met en relation avec des collaborateurs qui potentiellement feront les mêmes trajets. Le retour d'expérience sur cette application, c'est que c'est une application facile d'utilisation, très intuitive. On a notamment fait pas mal d'animations en interne au cours de la semaine du développement durable, donc au mois de mai, où il y avait des stands sur nos 2 sites avec des gens de Klaxit qui sont venus pour inciter les gens à télécharger l'application, à se connecter. Donc, à chaque fois qu'un collaborateur téléchargeait l'application, il recevait des goodies Klaxit. Et ça nous a permis à peu près d'avoir 60 covoitureurs. Alors, on est encore un peu loin des 289 identifiés, mais c'est un début. En revanche, ça nécessite d'être animé dans le temps et c'est ça qu'on n'a pas forcément très bien réussi pour l'instant, c'est qu'on a fait beaucoup d'animations au lancement et on n'a pas re-animé énormément par la suite. En revanche, on a quand même participé au challenge mobilité de notre région, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le principe, c'était pendant une journée au mois de juin, il fallait que les collaborateurs essayent de prendre des modes de transport alternatifs, donc plus d'eau, le vélo, le covoiturage, tout ça. Et ils devaient se prendre en photo dans ces modes de transport et le poster sur notre réseau social interne. Et en contrepartie, ils gagnaient des goodies, des choses comme ça. Donc ça a pas mal fonctionné. Et ça, c'est typiquement le genre de démarche qu'il faut reconduire tous les ans pour, à mon sens, pour réussir à animer de manière durable l'incitation au covoiturage. Voilà, et sinon, globalement, on a intégré ce genre de démarche dans tout ce qui est livret d'accueil, formation des nouveaux entrants, séminaire d'intégration, tous ces éléments-là de notre plan de déplacement d'entreprise afin que tous les nouveaux entrants soient au fait de ces choses. Très important, comme le disait Céline tout à l'heure, de faire en sorte de prendre en compte les retours des collaborateurs. C'est pour ça que dans le COPIL, on avait les représentants du personnel, enfin qu'on avait vraiment un COPIL multidisciplinaire. Et là, ils nous ont notamment témoigné le fait qu'il était important de garantir le retour. C'est-à-dire si jamais un covoitureur vous fait faux bond et que vous n'avez plus de moyen de rentrer chez vous, comment ça se passe? Et ça, on l'a mis en place justement avec Klaxit, l'application, ou avec la Maïf, ils ont mis en place un système de garantie retour. Voilà. L'autre volonté qu'on avait dans le cadre du covoiturage, c'était de sortir de Valrhona. C'est-à-dire de pas seulement avoir une démarche qui concerne les collaborateurs de Valrhona, mais de le faire potentiellement avec toutes les autres entreprises autour de nous. Et donc, pour faire ça, on a eu recours à plusieurs leviers. On a d'abord fait appel à la presse locale pour dire que Valrhona, on était dans cette démarche-là et pour essayer d'avoir d'autres entreprises qui nous contactent. Et aussi, on en a fait part dans tous les clubs d'entreprises, de la communauté de communes, du département, voilà, qu'on était dans cette démarche-là et qu'on était prêt à ce que les autres nous rejoignent. Voilà. Et c'était aussi la plus-value de l'application, c'est qu'elle ne met pas seulement en contact les gens de votre entreprise avec d'autres gens de votre entreprise, elle met aussi en contact avec d'autres gens autour. Un exemple, on a un collaborateur chez nous qui covoiture du coup tous les jours avec une collaboratrice d'une entreprise voisine qui est la Cave de Thym. Voilà, donc ça c'était vraiment pour aller au-delà du périmètre Valrhona. Voilà pour la partie sur le covoiturage. Le dernier retour que j'aurais à faire sur l'application, c'est que c'est vraiment très utile pour mettre les gens en contact. Voilà, chez Valrhona, aujourd'hui, on est 850. Tout le monde ne se connaît pas. Moi, je l'ai fait l'expérience quand on a voulu faire du covoiturage en interne. Les gens vont toujours vous dire, non, moi j'habite là-bas, personne n'habite dans ce coin-là, je suis tout seul à habiter là-bas. Et en fait, les gens étaient très surpris quand on a déployé l'application de se rendre compte, si, en fait, il y en a plein qui habitent au même endroit qu'eux et il y a plein de possibilités de covoiturage. Voilà. Après, globalement, on a aussi beaucoup d'utilisateurs de l'application qui se sont rencontrés sur l'application et qui après ne l'utilisaient plus parce que en fait, ils s'arrangeaient entre eux, ils n'avaient plus besoin d'avoir recours à l'application pour faire le covoiturage. Sur le deuxième axe, donc la promotion du vélo, le vélo, c'était déjà une pratique qui était plutôt assez encouragée chez Valrhona. Par exemple, on a des vélos à disposition des collaborateurs entre nos 2 sites à Tain-l'Hermitage pour qu'ils puissent faire le trajet entre les deux.
Et on avait quand même un petit pool de personnes qui avaient déjà recours au vélo pour se rendre au travail. Et là, l'enjeu, c'était surtout de promouvoir la pratique, mais en veillant bien au fait que ça nuise pas à la sécurité. On a une politique sécurité chez Valrhona qui est très rigoureuse, qui est très importante, qui est un des enjeux majeurs. Et il était hors de question d'augmenter les trajets les accidents sur les trajets domicile-travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un groupe de personnes en interne qui faisaient déjà du vélo, qui se rendaient déjà sur leur lieu de travail à vélo, pour essayer de définir ce qui manquait dans cette pratique pour qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent dessus. Et donc, ils ont identifié qu'il n'y avait pas assez en fait, de parking à vélo notamment sur un des 2 sites, mais globalement sur les 2. Donc, on a fait ça. On a construit des nouveaux abris à vélo. On a aussi également, on avait un mécanisme en fait qui permettait aux collaborateurs d'amener un vélo, enfin un partenariat en fait avec un magasin de vélo de Tain-l'Hermitage, qui permettait aux collaborateurs d'apporter leur vélo et de le faire réparer gratuitement s'il venait de la part de Valrhona. Donc ça, à la base, on le faisait juste une semaine par an et on a décidé de le mettre en place toute l'année. Comme ça, il n'y a plus l'excuse de bah, mon vélo est crevé et donc du coup je prends ma voiture. Un autre levier qu'on a employé pour la partie vélo, c'est on a notamment une journée par an où on réunit tous nos collaborateurs. C'est un peu notre journée de l'année d'entreprise. Et là, on avait mis en place des stands avec à la fois un stand sur la sécurité routière, un stand sur la promotion du vélo, un constructeur de vélos électriques qui faisait tester les vélos électriques aux collaborateurs. Il y avait eu un jeu concours qui avait été organisé sur cette thématique-là où les gens gagnaient des accessoires de vélo. Enfin voilà, on a vraiment fait beaucoup. On a beaucoup joué la carte de l'animation. Et donc là, la prochaine étape sur la partie vélo, c'est qu'en septembre, donc septembre 2019, on met en place l'indemnité kilométrique vélo pour les gens qui le souhaitent chez Valrhona. Donc encore une fois, on a voulu le faire vraiment dans une logique de ne pas augmenter nos taux d'accident, enfin vraiment rester en toute sécurité. Donc ça passe, enfin chaque collaborateur qui voudra bénéficier de cette indemnité kilométrique devra d'abord signer une charte et suivre une formation sécurité routière. Mais donc le principe, c'est le principe de l'indemnité kilométrique vélo qui existe déjà dans la réglementation. On le met en place de la même manière. Voilà. Donc c'est tout pour le vélo, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, je vais passer à la partie télétravail. Donc, le télétravail, c'était quelque chose qui existait déjà chez Valrhona avant le plan de déplacement d'entreprise. Mais ça a été vraiment pour nous l'occasion de renforcer ce qui avait été fait sur ce sujet. Donc, de la même manière, c'était un groupe de travail porté cette fois par plutôt les ressources humaines. Si le sujet existait déjà chez Valrhona, c'est parce qu'il y avait un enjeu équilibre vie pro, vie perso. Et donc, globalement, on a mis d'abord en phase de test pendant 1 an. On va procéder de la même manière d'ailleurs pour l'indemnité kilométrique vélo. On fait souvent ça chez Valrhona. On lance quelque chose pour 1 an et après on fait un retour d'expérience et si ça s'est bien passé, on reconduit, on ajuste, tout ça. Mais donc le principe, c'est comme pour le vélo, c'est une charte du télétravail qui doit être signée par les collaborateurs qui veulent avoir recours au télétravail. Et en fait, dans le cadre du PDE, ce qu'on a fait, c'est que on a déployé en plus des outils digitaux pour faire tout ce qui est webconférence, enfin visioconférence entre les collaborateurs pour qu'ils puissent avoir plus d'outils pour avoir recours au télétravail. Voilà, je crois que c'est tout pour ma partie. Et que maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a une question sur réparation gratuite pour les salariés de Valrhona. Y a-t-il un coût pour l'entreprise?
Donc le principe, c'est que nous, Valrhona paye la main-d'œuvre nécessaire à la réparation des vélos et les collaborateurs payent les pièces supplémentaires nécessaires à la réparation. Donc oui, il y a un coût pour l'entreprise. Après, c'est un partenariat avec une entreprise locale. Voilà, donc ça fait tout son sens pour nous de fonctionner comme ça. Alors, je vois qu'il y a 2 questions sur la partie charte. Donc je ne sais pas si c'est la charte vélo ou la charte télétravail dont il est question, mais globalement, on a fonctionné de la même manière dans les deux. En fait, c'est un document qu'on a rédigé en interne dans les deux cas, avec le groupe de pilotage à chaque fois sur le sujet, sur les éléments qu'on voulait mettre. Il me semble que dans le cas du télétravail, il y a eu aussi une consultation des managers sur les éléments qu'ils voulaient inscrire dans la charte. Pour ce qui est de la formation sécurité routière, on a construit un module de e-learning, donc ça se fait tout seul. C'est quelqu'un en interne qui l'a construit et voilà. La charte télétravail, en quoi elle consiste? En gros, elle fixe les règles du jeu du télétravail. Donc, typiquement, chez Valrhona, c'est maximum 2 jours de télétravail par semaine. Ça doit toujours être vu avec le manager. Il faut avoir obtenu l'aval du manager. Et puis après, c'est toutes les règles de faut toujours bien déclarer sur notre logiciel interne qu'on est en télétravail. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Juste Alice, sur l'IKV de mémoire, vous vous êtes inspiré de la charte qui est disponible sur les villes cyclables, sur la FUB, non? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a Oui. On n'a pas fonctionné de la même manière pour la charte télétravail et la charte vélo. Oui, c'est ça. La charte télétravail, on l'a rédigée nous-mêmes, si je ne me trompe pas. Alors que la charte vélo, il y avait un document existant. Et donc, tu disais que c'était... Je crois que c'est sur les villes cyclables, en fait, la Fédération des villes cyclables. Ou la FUB. Oui, c'est ça. C'est un document qui existe publiquement, que les uns les autres, si vous en avez besoin, vous pouvez en tout cas vous en inspirer. Je pourrais éventuellement recompléter, voir dans quelle mesure ces documents peuvent être mis à disposition. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne en interne. Avez-vous déjà des premiers retours de ce plan de déplacement de la part des collaborateurs? Alors, non, on n'a pas forcément de retour des collaborateurs dans le sens où tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de l'animation. En fait, on n'a pas reconduit de consultation des collaborateurs sur ce qu'ils en avaient pensé, après le diagnostic initial mené avec ITER. En revanche, moi, ce que je vois, c'est plus de collaborateurs qui utilisent leur vélo et plus de collaborateurs qui font du covoiturage. Donc, de mon point de vue, c'est plutôt positif. Pour le télétravail, avez-vous des managers réticents? Si oui, qui tranchent? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de manager réticent. Nous, la difficulté du télétravail, c'est qu'on a quand même une grande majorité de notre effectif qui est posté dans la chocolaterie, donc le télétravail n'est pas accessible à toutes ces personnes-là. Mais globalement, sur les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est adopté par tous. On a le matériel qui est mis à disposition pour pouvoir le faire et il n'y a pas de manager réticent. C'est plutôt très démocratisé. Voilà. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même une partie de plus en plus grande de notre effectif qui habite à Lyon, donc à 1 heure à peu près de Tain-l'Hermitage. Et du coup, c'est aussi un moyen pour eux d'équilibre vie pro, vie perso et de qualité de vie au travail, de ne pas passer 2 heures par jour dans les transports en commun. Donc, voilà. Je continue, Céline? Oui, sinon je peux répondre le temps que tu lises les autres questions. Il y a encore 1 ou 2 questions pour toi, je pense. Non, je peux répondre peut-être à 2 questions, là, les 2 dernières. La première question qui est, est-ce qu'il y a un diagnostic préalable des déplacements avant la mise en place? Alors, je pense que c'est la mise en place des solutions de mobilité tout court.
peut-être pas spécialement de l'IKV ou du covoiturage ou autre. Oui, c'est mieux quand même d'avoir un diagnostic préalable des déplacements pour avoir quand même une vision de ce que font les gens déjà, même si vous avez la connaissance déjà exhaustive, si vous avez quasi du 98% de voitures ou pas sur le parking. Mais c'est mieux quand même de connaître un petit peu la mobilité des gens et le pourquoi du comment, je dirais. Il y a déjà la question de savoir, ils se déplacent certes selon un mode, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres solutions de mobilité qui existent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des impératifs personnels? Enfin, pour quelles raisons, en fait? Est-ce qu'ils sont en horaire décalé? Est-ce que, voilà, la raison pour laquelle ils se déplacent comme ils se déplacent, il faut la chercher, il faut comprendre en effet aussi s'il y a un impératif, par exemple, de déplacement professionnel en journée, auquel cas ils utilisent leur véhicule de fonction ou ils utilisent peut-être parfois leur véhicule personnel où il y a un retour le soir directement au domicile. Enfin, voilà, il faut en effet réfléchir un petit peu à la question de la mobilité, comment elle se pratique au jour où on démarre la mission, savoir quelles sont les solutions aussi qui sont disponibles. Hein. Parfois, on se rend compte qu'il y a des solutions, ne serait-ce qu'en interne, qui sont très, très, très peu connues des collaborateurs. Voilà, de quelle manière? Il y a plein de manières en fait, d'investiguer sur la question de la mobilité. En effet, pour Valrhona, on a fait une vaste enquête mobilité, tout simplement, administrée à l'ensemble des collaborateurs pour savoir quelles étaient leurs pratiques et le pourquoi du comment, tout simplement. Ensuite, deuxième question qui est sur l'ensemble des... Faut-il mobiliser l'ensemble des registres ou pas pour fédérer les collaborateurs? Ça, je dirais que... Alors, il ne faut pas mobiliser trop de registres non plus. À un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Néanmoins, c'est dans votre structure, c'est de trouver les registres qui font écho déjà à votre culture d'entreprise. Des changements, vous en connaissez déjà. Il y en a sûrement eu dans vos établissements. Il faut se rappeler un petit peu à quel registre vous avez fait appel pour accompagner ce changement-là. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement de bien connaître la stratégie de votre établissement pour voir quel registre vous allez mobiliser. Le plan de mobilité et le management de la mobilité, il doit vraiment faire corps et lien avec l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. On doit être sur les mêmes registres, je dirais. Ouais, je rejoins complètement Céline sur ce point de vue-là. C'est que pour décider ce qu'on allait mettre dans notre PDE, c'est les deux clés d'entrée, c'était le diagnostic interne mené avec ITER, vraiment pour identifier les pratiques existantes, et la culture d'entreprise qui existait déjà. Comme je vous l'ai expliqué, sur la partie vélo et la partie télétravail, il y avait déjà un terreau assez développé. Et c'est qu'on a voulu renforcer, appuyer encore plus sur ces leviers-là. J'ai vu qu'il y a une question sur les TMS, donc sur les troubles musculo-squelettiques. Est-ce qu'il y a des mentions spéciales pour éviter les TMS et la position à avoir pour éviter les TMS lors du travail à la maison? Alors, nous, on a travaillé un peu sur cette problématique, mais pas de manière préférentielle sur le travail à la maison. Déjà, nous, c'est un sujet qu'on a dans la chocolaterie pour nos opérateurs. Donc, on a d'abord adressé cette partie-là. Après, on a eu plusieurs fois organisé en interne des ateliers d'ergonomie avec des ergonomes qui venaient expliquer aux collaborateurs quelle était la meilleure position à adopter devant son écran, à son bureau, sur sa chaise, pour le maniement de la souris et du clavier aussi. Mais ça ne faisait pas partie du PDE. Voilà, c'était autre chose à côté. Alors, pour compléter, vous disiez, et les nouveaux comportements, justement l'évolution des comportements. On mesure les comportements dès qu'on démarre la démarche, bien sûr, on mesure, en tout cas on enquête et on cherche à comprendre, je dirais, l'origine de ces comportements et ce qui les justifie en quelque sorte, en tout cas pour les populations, ce qui les justifie, tout simplement. Il va falloir, après la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, en effet, il va falloir mesurer où on en est. Alors, on mesure à différents temps, ça dépend le déploiement en fait du plan de mobilité. On va déjà essayer de mesurer à 1 an pour voir si on a évolué un petit peu. J'ai un élément essentiel à dire par rapport à ça. Le processus de changement, c'est comme tout processus de changement, il prend du temps.
Il ne faut pas s'imaginer qu'à 1 an, sauf contrainte majeure, je dirais, vous êtes sur un site aujourd'hui où il y a une place par collaborateur, demain il n'y en a plus du tout. Forcément, le changement de comportement, il va s'opérer par la force. Mais lorsqu'on n'est pas dans une contrainte majeure, le processus de changement, il s'opère, mais il prend du temps. Donc, il faut avoir la patience de cette évolution-là, avec le renouvellement des populations salariées, avec, je dirais, les nouveaux dispositifs, avec ce que je viens de vous montrer, en fait, hein, la courbe. C'est-à-dire qu'il y a les premiers qui vont adhérer, et petit à petit, ça va faire son chemin avec, je dirais, remporter une adhésion un peu plus massive. Donc, ça prend du temps, voilà, tout simplement. Et il faut le mesurer au moins à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, c'est-à-dire aux différentes échéances, on va dire, du plan. Généralement, un plan de mobilité, on le déploie sur à peu près 3 ans. On peut aller plus loin, hein, on le refait au bout de 3 ans éventuellement, mais voilà, déjà, si on arrive à déployer des actions sur 3 ans, c'est pas mal du tout. Oui, nous, ça a été plutôt très rapide parce qu'il y avait cet élément de contexte qui a vraiment accéléré les choses. Mais sinon, voilà, effectivement, ça prend du temps et surtout quand on touche à des comportements comme ça, très ancrés chez les gens. Et Alice, vous avez prévu de mesurer éventuellement justement les comportements, de remesurer à un moment donné, de voir où vous en êtes? On se réunit cet été pour faire justement cet été là, on a fixé une réunion pour voir comment on évalue la performance de ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Donc oui, c'est prévu, mais je peux pas encore vous dire ce qu'il en est. Alors, il y a des questions sur le processus même hein, d'élaboration d'un plan de mobilité, sur les délais d'études de mémoire. C'est des délais d'études ou délais de mise en œuvre? Enfin, bon, déjà, sur les délais d'études, ça dépend un petit peu quel est le périmètre du plan de mobilité. Si on est sur du monosite ou du multisite, si on est sur le public salarié plus d'autres publics, si on est sur le public salarié plus d'autres publics. Par exemple, je vois sur Valrhona, parce qu'on n'a pas le temps de tout évoquer aujourd'hui, mais on a travaillé aussi sur le public de visiteurs. Hein. Voilà, ça dépend un petit peu du périmètre que l'on fait. Pour vraiment bien faire les choses, il faut compter 5-6 mois hein, pour faire un plan de mobilité, avec les différentes étapes en fait. Et puis en termes de coût, vous posez la question du coût d'études. Ça c'est pareil, en effet c'est très variable. Et ça, je vais vous inviter à aller lire la note qu'a rédigée le groupe de travail mobilité de l'APCC, qui vous précise un petit peu justement les éléments de cadrage nécessaires pour un plan de mobilité. On vous propose un petit peu des coûts aussi d'études. Après, les coûts des actions, c'est extrêmement variable en fonction du type d'action que vous souhaitez mettre en place. Je ne sais pas si Alice, vous voulez parler des coûts des actions que vous avez mis en œuvre, mais voilà. Bon, les coûts d'études, il faut avoir à l'esprit qu'à moins de 6 000 euros, vous n'aurez pas un plan de mobilité, je dirais, sérieux. Voilà, à moins de 6-8 000 euros. Vous n'aurez pas un plan de mobilité, je dirais, sérieux. Voilà, à moins de 6-8 000 euros, ce n'est pas très sérieux. Après, ça dépend vraiment de votre périmètre. Hein. Si vous êtes sur du multisite, on peut aller jusqu'à 15 000 euros, voire plus. Ça dépend beaucoup. Je vous laisse la main, Alice. Globalement, alors moi, je n'ai pas tous les chiffres du budget en tête, mais ce qui nous a coûté de l'argent, c'est le travail avec ITER, la mise en place de l'application, et la construction des nouveaux abris pour les vélos. Mais sinon, c'est tout. On a décidé de faire beaucoup de choses. En fait, toute l'animation, toute la communication, on l'a internalisée. Et je dirais que c'est quand même le très gros du travail, quoi. C'est un très grand levier de communiquer, d'informer, de sensibiliser. Et ça, on l'a fait en interne avec l'équipe com interne et l'équipe RSE et environnement. Donc voilà, donc vraiment le diagnostic, l'accompagnement d'ITER et l'application et les abris de vélo, mais on n'est pas sur des budgets non plus énormes. Enfin voilà, ça dépend de la abris de vélo, mais on n'est pas sur des budgets non plus énormes. Enfin voilà, ça dépend de la structure de l'entreprise. Voilà. Alors, les animations covoiturage. Ouais. Ah, les animations, alors, ça, je dirais quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Allez-y. Non, allez-y. Ouais.
a vraiment tout type, hein. Alors, il y a la question des challenges mobilité, mais les challenges, vous pouvez les faire à l'échelle de votre établissement, hein. Interservice, par exemple. Après, il peut y avoir des phases tests, hein. Vous proposez, alors covoiturage, ça peut être du covoiturage domicile-travail comme du covoiturage professionnel aussi, hein. Il y a des outils, par exemple, qui permettent le covoiturage professionnel et l'animation, elle peut se faire sur le parking par des stickers. C'est animation, communication. Il y a vraiment beaucoup de choses en termes d'animation qui peuvent se faire sur le covoiturage. Vous pouvez faire un speed meeting qui permet aux gens, au-delà d'un outil, comme l'a mis en place Valrhona, hein, une plateforme de mise en relation, vous pouvez faire un temps événementiel sur le covoiturage. Comme l'a mis en place Valrhona, hein, une plateforme de mise en relation, vous pouvez faire un temps événementiel sur le covoiturage type speed meeting, c'est-à-dire que vous affichez une carte avec l'ensemble des points de localisation des résidences des collaborateurs et vous les amenez à se positionner, dire bah, moi je ne veux pas figurer sur cette carte, moi je veux faire du covoiturage, je vois qu'il y a des gens autour de moi qui est d'accord, j'habite à tel endroit, à poser un petit post-it et puis à dire bah, on se rend compte, on ne se rend compte pas, voilà. Des animations, il y en a, je dirais, un petit peu de toutes sortes. Vous pouvez faire, je vous disais, un challenge interservice, par exemple. Vous pouvez faire une journée du covoiturage avec peut-être une petite remise de goodies, voilà. Il y a tout ce qui est nudge aussi, hein, sur le covoiturage. Je vous disais, mettre des stickers sur le véhicule. Ça peut être du covoiturage aussi avec les véhicules de l'entreprise, pourquoi pas. Il y a des établissements qui font ça, hein. C'est peut-être un petit peu plus complexe à mettre en place, mais il y a des établissements qui font ça. En termes d'animation, ils proposent, en phase test, de mettre à disposition des véhicules de service pour des groupes de covoitureurs. Ça, c'est une manière, c'est à la fois une solution d'animation. Nous, typiquement, on est en train de réfléchir pour la rentrée à mettre en place un challenge covoiturage parce qu'on appartient à un groupe, donc entre les différentes filiales du groupe. Donc le principe est encore à définir, on n'a pas tout défini, mais ça sera probablement à la filiale qui parcourt le plus de kilomètres en covoiturage ou plutôt qui mutualise le plus de trajets. Enfin voilà, on doit encore se parler pour fixer les modalités. Mais c'est hyper bien de se challenger entre entreprises ou entre services, ça marche très bien. Quand il y a un cadeau à la clé, en général, ça marche encore mieux. Et je vois qu'il demande un exemple de nudge pour le covoiturage. Nous, on ne l'a pas fait, mais ça reste quelque chose qu'on pourrait faire. C'est que les places de parking les plus proches de l'entreprise soient réservées aux collaborateurs qui viennent en covoiturage. Voilà, ça serait une des possibilités qu'on pourrait mettre en place. Je sais, moi, qu'il y a des établissements qui ont, alors sur la base du volontariat, hein, qui ont mis des petits stickers, pas seulement sur les véhicules, mais aussi sur les portes de bureaux, avec petits stickers qui amènent vers le covoitureur, en fait, hein. Ça, c'est des choses qui existent en termes de nudge. Alors, une question. Ok. Du coup, on n'a plus de questions. Et si, le dernier exemple que je voulais donner, c'est pour l'animation sur le covoiturage, c'est que justement l'application Klaxit par laquelle on est passé, nous, on n'a pas eu recours à ça, mais eux, ils proposent énormément de choses sur ce qui est organisation de challenge, organisation de concours, parce que tout peut être répertorié dans l'application. Et puis, il y a des cadeaux du style carte de lavage ou carte essence pour les gagnants. Enfin, voilà. Donc, eux, ils proposent pas mal de choses aussi. D'accord, alors... J'ai cru voir quelqu'un commencer à taper une question, mais je ne sais pas si c'est le cas. Ça s'est arrêté, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour les échanges. Merci à Céline et Alice pour cette présentation, c'était très intéressant. Je crois pas qu'il y a de questions qui sont restées en suspens, hein. Il me semble qu'on a répondu à tout. Donc voilà, c'est très bien. Alors une petite conclusion. Ah, il y a quelqu'un qui tape. Merci, c'est pour dire merci. Bon, merci beaucoup.
Allez, on va conclure. Donc déjà vous dire que le replay et le support seront disponibles sur le site de Webikeo, mais vous pouvez également consulter toutes nos autres web. On en a fait donc 32, c'est la 32e celle-ci. Elles sont toutes disponibles sur le site de la PCC, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de thématiques abordées. On en a 4-5 sur la mobilité, après plein d'autres sujets, climat, transition énergétique. Donc n'hésitez pas à aller voir tout notre contenu. Également, donc si vous-même vous êtes un bureau d'études et de conseil dans la mobilité, n'hésitez pas à nous contacter à la PCC, parce que ça fait partie donc des missions qui sont représentées à la PCC. Et notamment, on fait pas mal de missions, donc le groupe de travail dont a parlé Céline, qui est plutôt actif. On fait aussi des rencontres régionales de la mobilité en région actuellement. Vous bénéficiez aussi de l'annuaire. Enfin voilà, il y a pas mal d'avantages en fait à adhérer à la PCC. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour simplement parler ensemble et voir ce qui est possible de faire. Alors si au contraire vous êtes plutôt une structure qui a besoin des conseils d'un prestataire de ce type-là, donc n'hésitez pas à consulter notre annuaire. Donc on a un annuaire des membres en ligne. Là vous pourrez trouver toutes les personnes qui font de la mobilité et vous pourrez chercher par secteur géographique, par spécialité sectorielle, donc pour trouver vraiment chaussures à votre pied. Également, si vous cherchez de la visibilité, on peut aussi voir pour faire des partenariats sur certains de nos événements. Donc là, par exemple, pareil, j'ai parlé des rencontres régionales de la mobilité. On fait des journées techniques, on fait des journées nationales. Voilà, on a pas mal d'événements sur lesquels ça serait possible de se parler. Donc je terminerai par cette page. Donc on a une page en fait sur le site de la PCC qui est consacrée à la mobilité, où là vous allez retrouver toutes les ressources qu'on a créées, que le groupe de travail a créé, parce que c'est principalement le groupe de travail qui a bien travaillé. Donc toutes les productions du GT sont sur cette page. Vous retrouvez aussi toutes les webconférences en lien avec la mobilité, et vous retrouvez également tous les articles, toutes les publications. Donc voilà, si vous cherchez un endroit avec tout ce qu'il faut sur la mobilité, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller, sur notre site. Et voilà, j'ai terminé cette présentation. Merci à tous, merci d'avoir participé. Donc vous pouvez consulter notre site internet, consulter nos réseaux sociaux. Et puis on va vous envoyer un sondage à la fin de cette présentation par mail, et ça serait super si vous pouviez y répondre, parce que ça nous aide de savoir ce que vous avez pensé de cette présentation et d'avoir votre feedback. Voilà, merci à tous et une bonne après-midi. Merci, bonne fin de journée.